Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver depuis notre studio pour cette nouvelle édition de Cap Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance d'entreprise. Nous sommes le jeudi 21 mars 2024. Au micro, Jean-Jacques Dègre, professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Le Naourez, directeur au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à toutes et à tous. Microsoft, Amazon, Google, Apple ont en commun notamment d'investir des sommes considérables dans le développement d'intelligence artificielle générative qui augure des bouleversements majeurs tant pour les entreprises que pour la société dans son ensemble. Toutefois, de nombreux groupes se sont déjà appropriés, certes à des niveaux de maturité différents, des outils d'intelligence artificielle afin d'améliorer leur processus ou de transformer l'expérience client par exemple. Or, Jean-Jacques, face à ce sujet complexe de l'intelligence artificielle, le conseil et ses administrateurs ont un rôle capital à jouer. Oui, Pierre-Yves, les conseils doivent superviser le déploiement de ces solutions et s'assurer qu'elles n'exposent pas l'entreprise à des risques inconsidérés. Et c'est pour explorer les différentes facettes de cet enjeu de supervision par les administrateurs que nous accueillons à notre micro, dans quelques instants, Eric Salobir, président de la Human Technology Foundation et membre du Conseil national du numérique, ainsi que Romain Lamotte, associé KPMG, plus spécialement en charge des questions d'intelligence artificielle. Après cette interview, nous ferons tous les deux, Jean-Jacques, le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Quels sont les sujets que nous développerons dans l'édition d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, parmi les sujets d'actualité, nous avons choisi d'évoquer les conséquences du rehaussement des seuils de la directive comptable, l'impôt minimum mondial, la responsabilité des comités d'audit et autres comités spécialisés issus du conseil d'administration, et pour terminer, nous aborderons le projet de directive Vigilance. Puis nous refermerons ce journal, comme à notre habitude, avec nos recommandations de lecture. Mais place tout de suite à nos invités. L'intelligence artificielle est aujourd'hui au cœur de la révolution technologique qui pourrait, à terme, remodeler l'économie, mais aussi la société civile à une échelle sans précédent. Les défis sont multiples, éthiques, économiques et sociaux. Certes, l'intelligence artificielle offre des opportunités prodigieuses aux entreprises, mais elle les confronte aussi à des dilemmes. De la reconfiguration des modèles d'affaires à l'impératif de transparence et d'équité, les entreprises naviguent dans un paysage mouvant où l'innovation se conjugue avec la responsabilité. Or, le conseil d'administration se trouve au cœur des enjeux liés à l'IA avec deux objectifs. Favoriser à la fois le développement de cette technologie pour ne pas perdre en compétitivité, tout en maîtrisant les risques liés. Et c'est pour évoquer cette actualité que nous avons aujourd'hui convié à notre micro Eric Salobir, qui nous rejoint à distance, et Romain Lamotte, que nous avons avec nous dans notre studio de Radio KPMG. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Pierre-Yves et bonjour Eric. Eric Salobir, vous êtes président du comité exécutif de la Human Technology Foundation et fondateur d'Optic, un réseau international de recherche et d'action qui place l'humain au cœur du développement des technologies. Vous accompagnez des décideurs des politiques publiques et des entrepreneurs dans leur évaluation de l'impact des technologies et vous êtes aussi membre du Conseil national du numérique. Romain Lamotte, vous êtes associé KPMG dans les activités de conseil en technologie et plus spécifiquement en charge de nos activités de conseil en data et en intelligence artificielle. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir dans Cap Gouvernance. Ma première question sera pour vous, Romain Lamotte. Où en sont les entreprises dans le déploiement de l'intelligence artificielle ? Eh bien, avant tout, il convient de rappeler que l'emploi de l'intelligence artificielle n'est pas nouveau, que celle-ci est utilisée dans bon nombre de secteurs de manière vraiment maîtrisée et mature. On peut citer des exemples dans le domaine du marketing, pour le ciblage, dans la finance, un établissement de projection d'activité, dans les processus industriels, par exemple, pour la détection d'anomalies. Ce qui a changé depuis l'année dernière, et rappelez-vous, fin 2022, début 2023, ChatGPT, c'est la diffusion à grande échelle de l'intelligence artificielle générative. C'est celle qui permet d'interagir avec une machine en langage naturel, c'est ce qu'on appelle langage naturel, c'est-à-dire comme moi je vous parle à l'instant, et de générer du texte, du code informatique, de l'image, du son ou de la vidéo. Et donc pour cette catégorie d'IA, tous les usages n'ont pas encore été explorés, loin de là, mais on a déjà des très belles réalisations. Alors à nouveau dans le domaine marketing et de l'expérience client avec des chatbots qui peuvent maintenant assister des parcours clients personnalisés. On a également des mises en œuvre très intéressantes pour améliorer la productivité dans les fonctions administratives. Par exemple, pour générer des commentaires explicatifs sur les indicateurs de performance ou pour accélérer
la revue de documents contractuels, en fait, en très grand nombre. Donc, déjà, beaucoup de mises en œuvre qui sont extrêmement prometteuses. À moyen terme, quels autres usages les entreprises pourraient-elles envisager? Et à mon avis, la liste des usages possibles va toujours rester ouverte. En revanche, là où l'IA est déployée sur des fractions de processus aujourd'hui, on parlait de processus dans le contrôle de gestion, de processus à quelques endroits dans le marketing, la question qui se pose, c'est de savoir quelle part des processus de l'entreprise au total pourrait être à terme dévolue à l'IA avec des modèles d'affaires, des modèles de production qui pourraient vraiment totalement évoluer avec une prise en charge quasiment de bout en bout de certains macro-process de l'entreprise. L'intelligence artificielle est déjà déployée sous différentes formes, mais sa version générative pourrait impacter rapidement et fortement le modèle d'affaires des entreprises, raison pour laquelle la gouvernance doit s'en saisir au plus vite. Éric Salobir, quelle est votre perception de la maturité des conseils et des administrateurs sur ces enjeux d'intelligence artificielle? Diriez-vous que les conseils ont pris la mesure des opportunités, mais également des risques liés à cette technologie? Alors, je trouve que les dirigeants et les membres de conseil d'administration sont souvent un peu loin des équipes numériques, des DSI, qui elles-mêmes sont impliquées dans tout ce qui est transformation numérique, ce qu'on appelait l'informatique, c'est-à-dire tout ce qui est changement de version, équipement, formation, cloud, etc., et qui n'ont pas forcément le recul pour se poser les bonnes questions. Or, justement, on voit qu'en ce moment, les conseils d'administration sont face à une injonction un peu paradoxale. D'un côté, les clients, le marché, les compétiteurs leur disent qu'il faut déployer rapidement des solutions pour rester compétitif, pour rester dans la course. Et en même temps, ce sont des technologies qui évoluent très vite. Et donc, on ne voit pas toujours où vont se trouver les risques. C'est un peu comme courir dans un champ de mine en espérant ne pas être celui qui va sauter sur une mine. Et je pense que l'urgence, c'est de les aider à cartographier ce terrain. Et c'est un travail qu'on fait au sein d'un groupe de travail de notre fondation, notamment en lien avec KPMG, pour identifier ce que j'appellerais des zones de vigilance. C'est-à-dire, c'est pas avant tout que ces technologies sont dangereuses parce qu'elles sont porteuses d'avenir et de succès, mais c'est quand même de repérer qu'il y a un certain nombre d'endroits où il peut y avoir des difficultés et c'est des endroits qu'il faut savoir contourner avec habileté. Et plus on les identifie et plus vite on peut déployer et plus efficace on peut être. Et donc, quelles seraient vos recommandations pratiques pour que les administrateurs montent en compétences rapidement sur le sujet? La première recommandation, c'est celle que je fais à tout le monde, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative à titre personnel. C'est très facile d'utiliser ChatGPT, c'est très facile de fabriquer des images, etc. Il faut essayer pour se rendre compte de la puissance, mais aussi des limites de ces technologies. Puis le second point, c'est aussi de dialoguer un peu dans la transformation de l'organisation, des métiers. On voit qu'on a différents types de cas d'usage qui se mettent en place entre des IA qui sont mises en œuvre par les entreprises qui attendent un retour sur investissement quelque part, un peu plus de productivité, et puis des IA qui sont mises en place parfois en douce, en secret, par les collaborateurs ou les collaboratrices qui vont les utiliser pour gagner du temps, gagner un peu des marges de manœuvre. En fait, tout ça est en train de recomposer complètement le mode de fonctionnement de l'entreprise, et ça peut les aider à mieux comprendre un peu la façon dont les choses se passent. Et puis peut-être le dernier point, c'est qu'on voit bien qu'en ce moment, il y a ce qu'on appellerait en anglais la hype, c'est-à-dire c'est la mode, et on sait très bien que c'est pas à ce moment-là qu'une technologie est vraiment mature et qu'elle génère du profit ou qu'elle peut être mise à l'échelle facilement. Mais pour autant, il faut profiter de ces moments-là pour engranger de l'expérience, faire un maximum de ce que les Américains appellent test and learn, donc essayer de façon à ce qu'ensuite, même s'il y a des illusions, s'il y a une retombée d'enthousiasme, quand la technologie sera mature, l'entreprise aura mis en place les modes de gouvernance et les structures et elle aura la compétence pour pouvoir vraiment déployer à l'échelle. Comme vient de le dire Éric Salobir, les entreprises doivent développer des projets d'intelligence artificielle et s'approprier la technologie, mais il leur faut aborder le sujet de manière structurée. Au vu de votre expérience, Romain Lamotte, quelle démarche la direction générale doit-elle mettre en œuvre pour avancer dans ce domaine et quels sont les principaux écueils à éviter? Là où je rejoins totalement Eric, c'est que les opérationnels n'attendent souvent pas les directions générales pour se saisir du sujet. Mais si ce n'est pas le cas, clairement, je pense qu'il incombe aux directions générales d'inciter les principaux responsables de l'entreprise à engager des démarches d'identification d'opportunités
dans les domaines qui les concernent et offrir quelque part un cadre d'expérimentation à petite échelle. Ça pour permettre l'approche un peu de test and learn à laquelle Eric fait référence. Ensuite, comme pour tout projet à caractère technologique, il faut une bonne articulation entre les opérationnels, les équipes IT et data, et savoir faire évoluer les moyens humains et financiers au fur et à mesure que les progrès sont accomplis, car on a des cas d'usage dans lesquels, effectivement, on atteint déjà rapidement des progrès assez remarquables. Ensuite, du point de vue de la direction générale, l'adoption raisonnée de l'intelligence artificielle nécessite de naviguer en permanence entre deux écueils, que sont l'excès de contrôle et l'excès d'enthousiasme. Et dans le premier cas, on a des exemples où on a déjà suradministré des initiatives qui nécessitent pourtant des approches un peu disruptives. Et dans le second, on peut se retrouver à exposer la société à des risques significatifs, notamment réputationnels, mais aussi juridiques et financiers. Donc, en parallèle d'une approche projet et ressources, comme on l'évoque à l'instant, il convient, à mon avis, d'anticiper, d'acculturer, de fixer les règles du jeu avec les parties prenantes et aussi d'initier sans tarder une réflexion de fond sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la mission d'une entreprise et ses valeurs. Le terme intelligence artificielle est générique car il englobe une grande variété de technologies dont l'IA générative est la brique la plus récente et la plus médiatisée. Comme Romain Lamotte vient de nous l'expliquer, déployer des projets d'intelligence artificielle reste complexe et sensibiliser les administrateurs peut s'avérer insuffisant car cela reste une affaire de spécialistes. Pensez-vous, Eric Salobir, qu'il soit urgent pour les conseils de mettre en place un comité dédié à l'intelligence artificielle, au même titre qu'il existe un comité d'audit ou un comité ESG? Et quelles seraient, selon vous, ses principales prérogatives? Alors, je pense que c'est capital de créer assez rapidement un comité autour de l'intelligence artificielle, un comité d'éthique, un comité lié à l'analyse de l'impact. Mais il ne faut pas que ce soit un énième comité Théodule qui est plutôt décoratif. Il faut que ce soit un comité qui soit décisionnaire. Ça, je pense que c'est important et qui doit être directement rattaché au plus haut niveau de la hiérarchie de l'entreprise. Je pense aussi qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif dans la mise en œuvre de ce genre de comité à la granularité de l'information. Comme vous disiez, c'est très complexe et il faut pouvoir le simplifier suffisamment pour pouvoir prendre les bonnes décisions, mais en même temps sans devenir simpliste. Donc d'un côté, si on envoie aux équipes des questionnaires qui font des centaines de pages, ils les rempliront jamais. Et en même temps, si ces comités-là doivent statuer sur des choses qui sont des montagnes, pareil, ils vont faire ça de façon bâclée. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on trouve la bonne façon de fonctionner. Nous, on a travaillé avec le groupe La Poste sur justement la mise en œuvre de leur comité pour une IA de confiance. Et justement, l'idée, c'était de trouver cette granularité qui évite d'un côté l'éthique washing qui protège personne et qui n'est pas très honnête, et de notre côté, l'usine à gaz qui en fait est impossible à mettre en œuvre. Et en faisant ça, je pense qu'il y a moyen d'impliquer les équipes. Romain parlait d'inculturation. Moi, je crois beaucoup au fait que ce n'est pas seulement une question de contrôle, ce n'est pas seulement une question de gouvernance, c'est avant tout une question de culture de l'éthique. Il faut que petit à petit, le processus ait aussi comme résultat secondaire d'accompagner les équipes et de les aider à se poser spontanément et dès le début, by design, les bonnes questions. Donc avec ce que vous nous expliquez, nous comprenons qu'il est indispensable que direction générale et conseil d'administration soient pleinement alignés sur la stratégie et la gouvernance opérationnelle liée à ces projets d'intelligence artificielle. Romain Lamotte, quel est le niveau d'interaction des opérationnels que vous accompagnez avec les membres de leur conseil sur ces sujets? Est-ce que ces opérationnels vous font part de certaines attentes plus spécifiques vis-à-vis des administrateurs? Les opérationnels sont souvent moteurs de l'innovation, donc ils sont plutôt en demande de moyens humains et informatiques, par exemple. C'est traditionnellement le premier niveau de demande. Mais c'est vrai que la prise de recul sur les projets envisagés intervient parfois un peu tard, et finalement au moment où le COMEX est appelé à valider ceci à plus grande échelle. Donc il y a un enjeu de proactivité de la part des conseils sur ces sujets. Comme le disait Eric, pousser à se poser les bonnes questions suffisamment tôt pour que l'entreprise dispose d'une boussole au moment de mettre en œuvre quelque part à une échelle plus large les différentes initiatives. Et on a plusieurs entreprises qui se sont dotées de chartes sur l'adoption de l'IA qui ont vraiment cet objectif-là. Alors, Eric mentionnait La Poste, mais on a vu, et ça tombe bien, juste il y a quelques jours, le groupe Le Monde qui vient d'annoncer sa nouvelle charte, ou Orange, il y a un peu plus d'un an. Les médias se font régulièrement l'écho des dangers liés à une mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle, fausses informations, désinformation, discrimination, atteinte à la vie privée.
empreinte carbone, mais aussi des risques opérationnels pour les entreprises, tels que des algorithmes biaisés en matière d'embauche, d'octroi de crédit ou de diagnostic médical. Développer une intelligence artificielle dite de confiance ou éthique est donc un enjeu clé pour les entreprises. Éric Salobir, comment les administrateurs doivent-ils concrètement aborder cette question de l'éthique autour de l'intelligence artificielle? Quelles recommandations pourriez-vous leur formuler et surtout quels pièges éviter? Alors, la première recommandation, c'est de se doter d'une grille d'évaluation des dangers, mais aussi des apports positifs de ces technologies. Parce que souvent, en fait, on a une vision assez floue et les peurs sont souvent infondées et ne portent pas sur ce que seraient les vrais dangers. Et pour moi, le défi, en fait, c'est ça. L'idée, c'est de voir des opportunités et c'est de voir aussi comment est-ce que ces questions éthiques, on est capable de les aborder au sein de l'entreprise, mais aussi dans ce que en ESG, on appellerait le scope 2, c'est-à-dire dans ce qu'on demande aux fournisseurs, parce que beaucoup de ces technologies sont des technologies qui sont achetées, notamment achetées à des entreprises étrangères. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir une cartographie et d'être capable de demander précisément ce qui va permettre de remplir, on va dire, les conditions que nous, on s'est fixées, que les entreprises sont fixées, et quelque part, de mettre en œuvre des technologies qui sont cohérentes avec leurs valeurs. Pour moi, le risque principal, ce serait, et ça, Romain l'a un peu souligné, d'être trop restrictif, parce qu'on voit que quand une entreprise adopte une politique trop restrictive, elle est contournée. Et qu'en fait, c'est tellement facile maintenant d'utiliser des outils du grand public qui sont des outils pas du tout sécurisés pour faire ce que l'entreprise ne permet pas officiellement de faire. Et puis, une fois qu'on a pris en compte ce principal risque, l'idée, ça va être de définir des principes et de bâtir une gouvernance partagée. Je pense qu'il faut que ce soit des principes avec lesquels les collaborateurs et les collaboratrices sont suffisamment à l'aise pour être certains d'avoir une vraie acceptation sociale. Sinon, encore une fois, ce sera un peu une passoire. Et puis, une fois qu'on a ces principes, et ça, je pense que c'est l'élément clé, il faut pouvoir les opérationnaliser. Donc, on a déjà parlé de formation. Moi, je pense que quelque chose d'important, c'est de se dire que c'est pas une éthique de la technologie, c'est une éthique du cas d'usage. Donc, les choses vont se passer lorsque une technologie rencontre un certain public à travers un outil, à travers un produit, à travers un service. Et c'est ça qu'il va falloir évaluer. Et comme on l'a déjà évoqué, moi je crois beaucoup à l'éthique by design, c'est-à-dire que on se pose les questions le plus tôt possible. Il faut se dire que ça n'est pas l'apanage du comité d'éthique de se poser les questions et que tout le monde doit se poser les questions. Ça peut être le développeur, ça peut être n'importe qui dans l'entreprise qui, à chaque niveau, doit se poser la question. Et il faut qu'il y ait une libre circulation de la parole. Il faut habituer les gens. Sinon, on va avoir des dieselgate, on va avoir des choses qui restent sous le boisseau jusqu'au moment où ça explose. Et là, c'est beaucoup trop tard. Alors, comme vient de nous l'expliquer Éric Salobir, cette question de l'éthique de l'intelligence artificielle ne doit pas être qu'une préoccupation pour les administrateurs, mais doit être au cœur de chaque projet mis en œuvre par les directions de l'entreprise. Romain Lamotte, de votre expérience avec vos clients, d'un point de vue plus opérationnel, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Alors peut-être par rapport aux exemples que vous citiez tout à l'heure, Pierre-Yves, alors on a évidemment une dimension éthique qui apparaît. Sur ces exemples en particulier, et probablement on va y revenir, il y a aussi une dimension réglementaire qu'il ne faut pas oublier. Et à quelques endroits, à mon avis, les deux peuvent se rejoindre en termes opérationnels et très concrets. Donc sur l'éthique, on l'a dit, hein, il y a une culture de l'éthique à développer qui va permettre d'aligner les usages avec les valeurs, quelque part, de l'entreprise. Et ensuite, dans la mise en œuvre effective des solutions d'IA, alors nous, on a identifié une dizaine d'objectifs qu'on peut garder en tête, qu'on décline d'ailleurs dans le cadre d'analyse d'une IA de confiance qu'on a développé chez KPMG. Alors très rapidement, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la transparence, c'est-à-dire s'assurer qu'on comprenne bien ce qu'une IA fait ou ne fait pas. Toutes les notions d'explicabilité, s'assurer qu'une IA peut être documentée et revue. La responsabilité, s'assurer que les responsabilités des effets de l'intelligence artificielle sont bien attribuées, c'est-à-dire au sein même de l'entreprise, mais peut-être à l'extérieur également. L'intégrité des données, c'est-à-dire bien comprendre quelles données sont utilisées et dans quel but et sous quelle gouvernance. La fiabilité, s'assurer que l'IA se comporte comme on l'attend, c'est-à-dire avec le niveau de précision ou de robustesse, comme on dit. Et sans biais.
Alors, ça, c'est l'équité, c'est effectivement prévenir la survenance de biais, c'est extrêmement important et quelque part, je pense que ça rejoint des considérations sociétales bien plus larges. La sécurité, protéger l'IA essentiellement des risques cyber. La sûreté, comprendre et anticiper les effets potentiellement négatifs de notre IA sur l'humain. La confidentialité, garantir le respect de nos obligations réglementaires, notamment en termes de protection des données. Et enfin, et de plus en plus, je dirais, la durabilité. On sait que les IA, et c'est leur défaut pour certaines, sont assez consommatrices de ressources. Donc, comment est-ce qu'on veille à optimiser la construction des intelligences artificielles pour limiter leur impact sur l'environnement? Donc beaucoup de sujets dont les opérationnels doivent se saisir quand on lance un projet d'intelligence artificielle. Ouais, énormément de sujets. Alors, normalement, ils ne sont pas censés être seuls là-dessus, hein. Du reste, tout n'est pas du ressort des opérationnels, hein. C'est vraiment là où on voit la transversalité nécessaire qui va devoir être mise en œuvre au sein de l'entreprise. Alors vous nous l'avez dit, mettre en place une supervision adéquate des projets d'intelligence artificielle et garantir la mise en place de garde-fous adéquats est aussi un impératif pour les administrateurs. Toutefois, cela n'est pas suffisant car il convient également de rassurer les parties prenantes, internes et externes, de la robustesse du cadre mis en place. La communication sur ce sujet est donc capitale pour maintenir cette confiance dans l'entreprise. Éric Salobir, comment les groupes doivent-ils communiquer sur ce sujet et à quoi les administrateurs doivent-ils veiller plus spécifiquement ? Alors, je pense que pour une entreprise, le pire, ce serait de faire de l'ethic washing, c'est-à-dire de faire une communication qui dépasse largement sa capacité à évaluer, à accompagner réellement l'impact des technologies comme l'intelligence artificielle. On a parlé de la communication qu'il faut avoir avec les fournisseurs et des exigences à avoir pour être certain de se doter des bonnes technologies. Pour moi, les deux autres types de parties prenantes, ce sont les clients et ce sont les talents, les collaborateurs et les collaboratrices en interne. Pour les clients, je pense que d'abord, il faut informer. D'abord, c'est un droit, hein. Lorsque un client est en face d'une intelligence artificielle, il doit en être informé. Et puis, il faut que les clients comprennent que le recours à l'intelligence artificielle va augmenter le niveau de service, va lui apporter des éléments supplémentaires plutôt que d'essayer de le fliquer, de le contrôler, éventuellement de lui proposer des prix qui vont d'une façon ou d'une autre ou des services le manipuler. Je pense qu'il faut que le client sente qu'il est vraiment empowered, qu'il a une capacité supplémentaire grâce à ce que l'entreprise met en œuvre. Et puis, pour le collaborateur, on a aussi cette dimension, désolé, c'est de l'anglais, mais d'empowerment, c'est-à-dire d'encapacitation. Et je pense que ça, c'est un élément clé parce qu'en ce moment, beaucoup de collaborateurs sont en train de se dire, est-ce que je ne suis pas sur un siège éjectable? Est-ce que ça va être du remplacement ou de l'empowerment? Et même si on me garde, quel sera le sens de mon travail? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener. Parce qu'on a facilement tendance, je dirais, lorsqu'on utilise l'IA générative notamment, à se dire que ça va permettre de générer de la productivité, et qui dit gain de productivité dit gain de temps, et donc finalement économie. Alors qu'en fait, peut-être qu'il ne faut pas pousser les gens à l'hyperproductivité, parce que quand on délègue à une machine, on ne délègue pas comme à un humain. Donc en fait, on garde une partie de la charge mentale. Il ne faudrait pas qu'il y ait une pression accrue sur les équipes qui pourrait pousser à un moment à une forme de burn-out ou d'épuisement. Et puis, il faut être certain que pour chacun, le travail garde vraiment du sens. En fait, qui travaille pour qui? Est-ce que c'est à l'humain de se mettre au rythme et au style de la machine, ou est-ce que c'est le contraire? Et ça, je pense que c'est une préoccupation à avoir en tête, à mettre en œuvre et sur laquelle ensuite il faut communiquer. Donc, pas d'éthique washing, mais une communication honnête et transparente permettant de rassurer les parties prenantes, externes comme internes. En décembre 2023 a été conclu en Europe un accord sur la réglementation de l'intelligence artificielle, l'AI Act. Ce règlement a été présenté par le commissaire Thierry Breton comme une législation pionnière. Cet AI Act européen est le reflet du durcissement réglementaire en réponse au développement rapide de l'intelligence artificielle. Les entreprises n'auront d'autre choix que de s'y conformer. Romain Lamotte, quelles conséquences les conseils doivent tirer de ces nouvelles obligations et comment doivent-ils les traiter pour s'assurer de la conformité des pratiques de l'entreprise? Eh bien, peut-être la première conséquence à tirer, c'est que les ramifications de l'AI Act vont bien au-delà des éventuels projets de construction d'IA qui sont en cours dans leur entreprise, mais concernent tous les systèmes d'IA utilisés par celle-ci, donc et également ceux qui sont conçus par des tiers.
Et donc, il y a un premier défi d'inventaire qui va se poser. C'est-à-dire savoir à quel endroit dans l'entreprise sont utilisés des systèmes d'IA. Et comme Eric l'indiquait tout à l'heure, parfois, et c'est bien naturel, la nature ayant horreur du vide, on a des opérationnels qui ont pu mettre en place des systèmes d'IA sans même que cette information-là soit largement diffusée. Donc, il y a un premier défi d'inventaire. Ensuite, la seconde conséquence, c'est que l'usage de certains types de systèmes d'intelligence artificielle, les IA qu'on appelle à risque élevé, par exemple tout ce qui va s'appuyer sur la biométrie, tous les systèmes en lien avec la formation ou l'emploi, par exemple, eh bien, l'usage de ces systèmes-là s'accompagnera de nombreuses exigences réglementaires qu'il faudra anticiper. Et ces exigences, elles vont de la mise en place de systèmes de gestion des risques, des obligations de documentation, des obligations de supervision humaine, pardon. En fait, on a vraiment un éventail qui est très large et effectivement qu'on ne va pas pouvoir improviser parce que les sanctions, notamment, seront assez lourdes en cas de non-conformité. Nous avons évoqué le déploiement de l'intelligence artificielle dans les processus de l'entreprise, qui va lui permettre d'améliorer son fonctionnement. Mais pourrait-on envisager que cette technologie soit également déployée au sein même de la gouvernance et accompagne les administrateurs dans leur mission? Est-ce selon vous une évolution souhaitable, Éric Salobir? Alors, c'est amusant parce qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives d'administrateurs ou de membres de conseil d'administration qui étaient des IA, voire même d'un CEO qui était une IA. Alors, bien entendu, il y a une dimension un peu publicitaire parce que la technologie n'est pas si mature que ça, mais il y a une tendance assez forte à l'automatisation de la prise de décision, notamment celle du middle management, mais aussi du conseil à la direction et aux administrations. Moi, je mets quand même un peu en garde sur le danger de cette automatisation parce que ces systèmes, ils sont faits avant tout pour optimiser des situations. Alors, optimiser, ça permet effectivement de serrer les boulons, ça permet d'augmenter les marges, ça permet de réduire les coûts, etc. Ça ne permet pas vraiment d'être créatif, ça ne permet pas de passer à l'étape suivante. Et en fait, il ne faut pas oublier que les administrateurs, ils ont quand même un devoir, je dirais, d'un côté économique, qui est celui d'assurer la pérennité de l'entreprise et pour ça, d'éviter qu'une entreprise ne devienne le nouveau Kodak, par exemple, c'est-à-dire une entreprise florissante qui, en une décennie, disparaît complètement parce qu'elle a fait les mauvais choix. Et puis, ils ont aussi un devoir moral. Je pense par exemple à toutes les entreprises qui, comme KPMG, sont devenues entreprises à mission et qui donc ont décidé de faire en sorte que leur déploiement économique, leur succès, soit aussi un succès de la société. Et ça, je pense que c'est important. On a beaucoup parlé de l'écosystème, on a beaucoup parlé des collaborateurs, on a beaucoup parlé des clients. Il faut maintenant étendre le champ d'action et se dire que ce que décide le conseil d'administration doit aussi avoir un impact positif sur une société qui, à un moment, le lui rendra parce qu'une entreprise est d'autant plus forte que son écosystème est un écosystème sain et robuste. Très clair. Et pour vous, Romain Lamotte, même question? Eh bien, si on parle de l'exécution de la mission des administrateurs, je pense que les administrateurs sont des utilisateurs d'outils informatiques comme les autres. Et donc, il est bien probable que, dans ce cas, ils utilisent des outils de bureautique courants qui utilisent déjà de l'intelligence artificielle, typiquement de l'intelligence artificielle générative, avec des modules de secrétariat qui peuvent être utilisés au quotidien pour faire des comptes rendus de réunion, effectivement, faire des projets de minutes, d'échanges par mail, etc. Donc, en fait, cette étape-là va naturellement être embrassée par tout le monde, tout un chacun qui utilise les outils bureautiques classiques. Plus largement, puisque l'IA démontre une belle efficacité en appui des professions intellectuelles en général, je pense que les administrateurs dans leur mission peuvent tout à fait s'inscrire dans cette catégorie et vont bénéficier très certainement des apports pour effectuer des recherches, des benchmarks, de la création de scénarios de simulation, etc. Enfin, toutes ces applications sur lesquelles l'IA générative en particulier prouve déjà une belle efficacité. Sachant, et peut-être là, je rejoins aussi ce qu'on se disait précédemment, il faut veiller à conserver l'essentiel, particulièrement au sein du conseil d'administration, qui est un cénacle en fait assez restreint. On est dans le conseil pour faire profiter de son expérience, de son bagage, sa créativité personnelle, sa capacité à questionner et à travailler ensemble.
pour anticiper. Et donc ça, je pense que ce sont vraiment des dimensions purement humaines qui, à mon avis, il faut veiller à conserver à tout prix. En guise de conclusion de cet échange, un dernier message pour nos auditeurs. Éric Salobir. Je remarque que l'IA générative évolue extrêmement vite sous la pression des attentes des consommateurs. On veut une IA plus transparente, on veut une IA plus expliquée, on veut une IA avec moins de biais, etc. Et en fait, ce que je pousserais à faire, c'est justement à maintenir cette pression, parce que c'est ça qui va pousser directement les fournisseurs de ces technologies à bâtir des technologies qui sont plus en accord avec nos valeurs et qui finalement vont beaucoup mieux nous correspondre. Romain Lamotte, quelques mots pour conclure également ? Pour ma part, je pense qu'il y a une très belle mission qui est offerte aux administrateurs de penser la mutation des entreprises, c'est-à-dire non pas comment l'IA va se diffuser à droite ou à gauche dans le process A ou dans le process B, mais quelle transformation, vraiment, quel éventuel changement de modèle une IA est susceptible d'entraîner. Et à mon avis, le conseil a tout son rôle à jouer pour effectivement aider l'équipe de direction à imaginer ce futur-là. Un grand merci à tous les deux pour ce panorama des enjeux de déploiement de l'intelligence artificielle dans les groupes, ainsi que des bonnes pratiques pour les administrateurs. Cette technologie ne doit pas effrayer les entreprises, car s'y intéresser dès maintenant est certainement pour elles un gage de compétitivité. Il ne faut pas non plus effrayer les parties prenantes, mais les rassurer en mettant en place une intelligence artificielle de confiance. À ce propos, j'invite nos auditeurs à écouter l'édition des matinales de KPMG du 9 janvier dernier consacrée à l'AI Act avec Julie Belsor de KPMG Avocat et Frédéric Como de KPMG France. Merci beaucoup à tous. Merci de m'avoir invité pour cette émission. Merci également. Merci Pierre-Yves. Poursuivons cette émission avec vous, Jean-Jacques, et faisons le tour d'horizon de l'actualité de la gouvernance. Commençons par les conséquences du rehaussement des seuils de la directive comptable. Comme nos auditeurs le savent sûrement, Pierre-Yves, en application de la directive CSRD, dite directive durabilité, l'introduction du rapport de durabilité en lieu et place de la déclaration de performance extra-financière se fera de manière étalée en fonction des catégories d'entreprises, grandes, moyennes et petites. Cette typologie est définie par la directive comptable, modifiée par la directive CSRD et a été reprise telle quelle par les textes français. Elle répond à 3 critères, le total du bilan, le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. En France, ces 3 critères ont été initialement arrêtés par un décret du 30 décembre 2023. C'est exact, Pierre-Yves, mais celui-ci n'a pas tenu compte du rehaussement des seuils européens intervenu peu avant, de sorte que ce décret a dû être modifié par un nouveau décret du 28 février dernier. Et quelles sont les conséquences de cette modification ? J'en vois principalement 2. En premier lieu, et sans entrer dans le détail, les seuils de bilan et de chiffre d'affaires ont tous été relevés d'en moyenne 25% pour tenir compte de l'inflation des 10 dernières années. Les seuils concernant le nombre de salariés sont en revanche inchangés. Ensuite, il était temps d'introduire ce relèvement en droit français. Depuis le 1er janvier, les entreprises d'intérêt public, c'est-à-dire d'une part les grandes entreprises cotées sur un marché réglementé européen, c'est-à-dire Euronext en France, et d'autre part les établissements bancaires et les entreprises d'assurance répondant aux mêmes critères, mais cotés ou non, sont soumises à l'obligation de préparer le rapport de durabilité à publier l'année prochaine. Or, un certain nombre d'entreprises entrant précédemment dans cette catégorie et donc soumises à la publication du rapport de durabilité en 2025 sur la base des données 2024 verront cette obligation repoussée d'une année. Il était donc grand temps qu'elles en soient officiellement informées. Dernière conséquence, Jean-Jacques ? Cette révision va également impacter d'autres seuils qui concernent les PME, comme par exemple celui de nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes. Continuons ce tour d'actualité avec l'impôt minimum mondial. Dans les grandes lignes, de quoi s'agit-il, même si nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet dans cette émission ? La loi de finances pour 2024 a transposé en droit français la directive dite Pilier 2, qui elle-même transcrit la grande réforme de la fiscalité internationale de l'OCDE. Est ainsi instauré, à compter de l'exercice 2024, un impôt minimum de 15% dans chaque juridiction où les groupes sont implantés et dont le chiffre d'affaires consolidé a atteint 750 millions d'euros au cours de 2 des 4 derniers exercices. Sont également concernés les groupes nationaux de grande envergure. Quel est l'enjeu de cette réforme pour les groupes ?
Principalement, de pouvoir démontrer aux parties prenantes, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les salariés, les ONG, qu'ils paient leur fair share of tax, leur part loyale en quelque sorte, partout où ils opèrent. Le principal enjeu est donc une question de justice fiscale. Et l'exercice 2024 sera le premier exercice d'application de ce nouveau dispositif. Oui, et pour une entrée progressive, des mesures de simplification temporaire sont prévues pour les exercices 2024, 2025 et 2026. Ces mesures permettront de déterminer sur la base de calculs simplifiés les juridictions qui seront présumées ne pas donner lieu à une imposition complémentaire au titre des 3 premières années d'application du dispositif. Aussi, la première action que doivent mener les groupes est de tester ces mesures de simplification sur les comptes 2023 pour évaluer l'exposition du groupe à cette réforme. Les administrateurs devront certainement y veiller. Et pour plus de détails, nous vous invitons à écouter dans l'application de Radio KPMG l'édition des fiscales du 27 février dernier qui était justement dédiée à l'impôt minimum mondial. Autre thème que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui, la responsabilité des comités d'audit et autres comités spécialisés issus du conseil d'administration, suite notamment à l'élargissement de leur mission dans la foulée de la directive CSRD. Rappelons d'abord que les entreprises d'intérêt public, c'est-à-dire encore une fois les sociétés cotées sur un marché réglementé, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les sociétés de financement, sont tenus de mettre en place un comité spécialisé, en pratique un comité d'audit, mais de plus en plus également un comité RSE. Ces comités spécialisés doivent exclusivement être composés d'administrateurs et à l'exclusion de se charger de fonctions de direction générale et suivre tout particulièrement le processus d'élaboration de l'information financière et maintenant celui d'élaboration de l'information de durabilité. Et donc se pose la question de la responsabilité des membres de ces comités. Que peut-on en dire aujourd'hui ? Bien qu'elle n'ait pas encore donné lieu à jurisprudence, on considère en général que le comité d'audit et ses membres n'ont pas de responsabilité propre car ils agissent, selon la loi, sous la responsabilité du conseil. Mais ces membres peuvent engager leur responsabilité personnelle en leur qualité d'administrateur, ou de membre du conseil de surveillance évidemment, dans les conditions de droit commun pour les fautes et négligences qu'ils pourraient commettre par action ou abstention. Si le comité d'audit et ses membres n'ont pas de responsabilité propre, qu'en est-il collectivement des membres du conseil ? Il n'y a pas non plus juridiquement de responsabilité collective des membres du conseil. Mais si une faute est commise, les juges présument qu'elle l'a été par chacun des membres, sauf preuve contraire, en démontrant par exemple qu'un administrateur ou membre d'un conseil de surveillance s'est expressément opposé à la décision critiquée ou était absent lors de cette décision. Rappelons également que la société ou un actionnaire agissant au nom de la société, ce que l'on appelle en droit l'action sociale ut singuli, peut intenter une action en responsabilité contre le ou les administrateurs fautifs pour le préjudice subi par la société, voire un actionnaire à titre personnel pour un préjudice qui doit alors être personnel et distinct du préjudice collectif de la société. Un tiers peut également agir pour un préjudice personnel, mais à condition de démontrer que la faute reprochée aux administrateurs est détachable de leurs fonctions, c'est-à-dire intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ces fonctions. Donc encore peu d'appels en responsabilité pour les administrateurs. Dernier sujet de cette émission, le projet de directive vigilance. Où en est-on actuellement de ce texte ? Après de nombreux allers et retours, le projet européen de directive vigilance semble cette fois sur les rails car les États se sont accordés sur un compromis le 15 mars dernier au sein du Conseil européen. Mais à quel prix ? Un accord de principe avait été obtenu en décembre de l'année dernière par un trilogue composé des représentants de la Commission, du Conseil et du Parlement, mais pour des raisons de politique intérieure, l'Allemagne s'y est finalement opposée, puis d'autres pays comme l'Italie et même la France. Et comment en est-on finalement arrivé à ce consensus ? Comme souvent, en revoyant nettement à la baisse les exigences du projet. Certes, il doit encore être officiellement approuvé par le Parlement, mais l'issue ne semble faire aucun doute cette fois. Rappelons que ce projet de directive, à l'image de la loi française de mars 2017, prévoit d'obliger les entreprises d'une certaine taille à identifier et corriger les atteintes à l'environnement et aux droits humains qui pourraient résulter non seulement de leur activité, mais également de l'activité de leur filiale ou de leur société mère, mais aussi de l'activité de leur chaîne de valeur, c'est-à-dire des fournisseurs, distributeurs, sous-traitants avec lesquels elles ont une relation commerciale bien établie.
Et quelles ont été les principales modifications apportées au projet initial de directive ? Tout d'abord et principalement, le champ d'application de la directive a été notablement réduit. Là où, à l'origine, elle visait les entreprises de plus de 500 salariés, réalisant au moins 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, le texte finalement adopté ne s'appliquera qu'aux entreprises de plus de 1000 salariés, réalisant un chiffre d'affaires de plus de 450 millions d'euros. Selon certaines estimations, le texte ne s'appliquerait plus en Europe qu'à moins de 5 500 entreprises au lieu de 16 300 et en France à 481 entreprises au lieu de 1140, ce qui toutefois englobe plus d'entreprises que celles actuellement concernées par la loi française de 2017. D'autres points à noter ? Oui, plusieurs points qui intéresseront nos auditeurs. Tout d'abord, cette directive aura un effet extra-européen. Ensuite, les entreprises concernées disposeront d'un délai de 5 ans pour une mise en application graduelle. Également, les dispositions particulières prévues pour les secteurs dits à haut risque, tels l'industrie minière, le textile ou le bâtiment, sont intégralement supprimées. De même, le secteur financier est définitivement exonéré du devoir de vigilance pour la partie aval de ses activités, c'est-à-dire en pratique les prêts et les assurances. Enfin, l'obligation de lier les avantages financiers des dirigeants à l'atteinte des objectifs climatiques a aussi été supprimée, alors que les entreprises seront tenues de se doter d'un plan de transition climatique. Ce qui peut paraître paradoxal. Et comment les entreprises perçoivent-elles ce projet de texte ? Le monde européen des affaires a réagi très vite et reste opposé à ces contraintes, car il craint en particulier d'exposer les entreprises européennes à des poursuites potentielles dans le monde entier et même de les voir peut-être écartées de certains marchés pour éviter des risques de litige. Rappelons que le texte prévoit en effet la création d'une autorité nationale dans chaque État qui devra être dotée d'un pouvoir d'enquête et de sanction pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial. Cependant, sur le terrain de la responsabilité civile, les entreprises bénéficieront d'une période blanche de 5 années. Un sujet que nous ne manquerons pas de suivre donc dans nos prochaines éditions. Si le texte est définitivement adopté par le Parlement européen, il faudra scruter les dispositions transitoires de mise en œuvre. Ce tour d'horizon d'actualité est maintenant terminé. Avant de refermer ce journal, quels sont vos conseils de lecture pour nos auditeurs ? Je leur suggère de prendre connaissance de 3 publications du Board Leadership Center de KPMG, le BLC, et disponibles sur kpmg.fr. Tout d'abord le numéro 36 de la lettre de la gouvernance, très riche. Ensuite, la publication intitulée « Questions clés pour la gouvernance » qui revient sur la transposition de la directive CSRD. Le BLC propose en effet 25 questions structurantes que les administrateurs doivent considérer dans le cadre du futur rapport de durabilité. Et pour finir, l'agenda 2024 du Conseil d'administration qui expose les 9 points d'attention que les conseils doivent mettre à leur ordre du jour cette année. Je compléterai vos conseils, Jean-Jacques, en recommandant à nos auditeurs d'écouter la nouvelle édition des matinales de Radio KPMG, dans laquelle Alain Couret, professeur émérite de l'école de droit de la Sorbonne et membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, nous parle de la saison 2024 des conseils et des assemblées générales. Nous vous invitons également à nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France et sur celle de KPMG Avocats. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter sans modération les précédentes émissions de Cap Gouvernance qui restent d'actualité, ainsi que les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Nous arrivons au terme de cette édition. Nous espérons qu'elle vous aura permis de mieux cerner les défis que pose au Conseil le développement de l'intelligence artificielle et quelles solutions peuvent y être apportées. Merci pour votre fidélité et nous vous retrouverons avec grand plaisir le 16 mai prochain pour une nouvelle émission.